Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Ensemble c'est mieux. Ensemble, c'est mieux. Voilà, aujourd'hui c'est une émission consacrée à la langue des signes, mais vous allez voir, je suis accompagnée par un professionnel en la matière. C'est Jean-Luc Godin. Bonjour à vous, vous êtes interprète. Bonjour. Et heureusement que vous êtes là parce qu'on ne s'en sortirait pas avec moi. Alors, vous le voyez, cette émission est consacrée à la langue des signes. C'est une langue que l'on voit un peu plus souvent sur nos écrans, et pourtant, elle est méconnue. Mais sachez qu'ici, à France 3 Pays de la Loire, eh bien, chaque mois, elle est imaginée et conçue une émission qui s'appelle Tout info, tout en signe. Sandrine Gadet, bonjour. Bonjour, Alain. Vous êtes la journaliste qui a eu l'initiative de mettre ce programme à jour, et vous en êtes la voix, Tout info, tout un signe. Sophie Hougard, bonjour. Vous êtes la présentatrice, c'est vous qui signez le contenu de cette émission, et dans la vie, vous êtes également médiatrice en langue des signes. Vous allez nous raconter en quoi ça consiste. Vous allez toutes les deux nous présenter ce bébé, en quelque sorte, parce que vous y mettez tout votre cœur, hein, je le sais, pour préparer cette émission, et on va, je l'espère, avoir envie d'aller un petit peu plus loin et de découvrir cette langue qui est encore méconnue. Vous êtes nombreux à vous y intéresser. On va parler également emploi, vous le savez, comme tous les jours dans cette émission. Aujourd'hui, un métier qui recrute, c'est celui de téléconseiller contact tracing. La CPAM en Pays de la Loire recrute 500 personnes. Avec la Covid-19, eh bien, les besoins sont nombreux pour limiter la propagation de l'épidémie. Avant cela, eh bien, il est 11h. Vous le savez, c'est aussi l'heure du marché. Xenia, aujourd'hui, est à Châteaubriand, Loire-Atlantique, et elle a trouvé son bonheur. Salut Xenia. Qu'est-ce que c'est ? Salut Alam. Tous les matins, il achetait ses petits pains au chocolat. Est-ce que tu chantes bien ? Alors ce matin, on va pas parler de pain au chocolat. Eh oui, oui, oui. Non, j'étais pour te dire qu'on allait parler d'un petit pain différent qui est aussi une tradition, mais une tradition du Maine-et-Loire. Alors même si je suis à Châteaubriand, c'est parce qu'en fait Fabienne et Christophe ont exporté cette tradition grâce à leur food truck. Ils sillonnent les routes de France et de la région pour faire découvrir ce fouet, cette galette de pain que tu peux garnir. Alors si tu as envie de découvrir comment ça se passe et comment ça se mange, suis-moi tout à l'heure et je te ferai une petite dégustation. Moi, tu sais bien comment ça se mange. Moi, je dis toujours oui. Je suis une grande gourmande, comme toi d'ailleurs. À tout à l'heure, Xenia. Oui, oui, oui. Alors, depuis un an, la langue des signes est plus présente lors des prises de parole du gouvernement à la télévision. Mais vous le savez, cette langue est encore méconnue malgré cette visibilité nouvelle. Aujourd'hui, on va en découvrir un petit peu plus grâce à nos invités. Mais avant cela, voici en images quelques fondamentaux à connaître. C'est quoi ces gestes ? J'apprends la langue des signes. Pendant la crise sanitaire, les interprètes en langue des signes sont passés au premier plan lors des conférences de presse et des discours officiels. Une bonne nouvelle pour les 100 000 personnes sourdes ou malentendantes et leurs proches qui l'utilisent au quotidien. La langue des signes est officiellement reconnue comme une langue à part entière depuis 2005 dans notre pays. Elle n'est pas universelle et diffère selon les pays. La LSF, la langue des signes française, est constituée de 5 paramètres. Position des doigts et de la main, mouvement, emplacement et expression du visage. Elle comporte également une grammaire et une syntaxe. Les expressions du visage comme les mimiques des yeux, de la bouche, des joues, des sourcils sont primordiales car elles donnent des informations par exemple sur la vitesse de l'action, la taille ou la quantité d'un objet. Et le positionnement des signes par rapport au corps renseigne également sur le temps. Quand on se tient droit, c'est le présent. Quand on s'avance légèrement, c'est le futur. Et quand on recule, c'est le passé. Bien entendu. Bon, alors je vous vois sourire. Et puis je vois aussi des interrogations sur vos visages. Sophie, y a-t-il un souci avec les images qu'on vient d'utiliser ? Alors oui, on a vu plusieurs langues des signes. Ici, on est en France, on a la langue des signes française. J'ai aperçu de la langue des signes américaine, de la langue des signes anglaise. Il y a des petites différences avec ce qu'on connaît ici. Et c'est vrai que les langues diffèrent d'un pays à l'autre. C'est pas une langue universelle, effectivement. Donc ça illustre bien les différentes langues. Ici, on est sur une langue française qui est différente, une langue des signes française différente. Donc ça veut dire que par moment, il y a des images et une gestuelle que vous n'avez pas comprise.
Non, alors là, ça va très vite, hein, donc ça s'enchaîne. J'arrive à comprendre, oui, on arrive à se comprendre assez rapidement d'ailleurs. Par rapport à des personnes entendantes, souvent, vous êtes obligé de prendre un dictionnaire pour vous comprendre entre vous, d'un pays à l'autre. Nous, on arrive à se comprendre beaucoup plus facilement entre sourds étrangers, donc oui, c'est possible. D'accord, donc c'est plutôt une question de nuance alors. Oui, ce sont vraiment deux langues différentes, mais on retrouve les expressions du visage. Voilà, on parlait des paramètres, donc grâce à ces paramètres, on peut s'y retrouver facilement. Super. Bon, alors donc ça veut dire que je peux peut-être plus facilement apprendre la langue des signes que l'anglais, pour ma part? Alors c'est en fonction de votre envie, de l'envie de chacun. Si on a envie, on peut y arriver. La preuve, Sandrine, elle avait envie d'apprendre la langue des signes et elle est devenue une très bonne locutrice. Bon, ça flatte, c'est bien. Alors Sandrine, justement, on va parler de l'émission que vous proposez, Tout info, tout en signe. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut la voir et l'entendre? Alors en fait, elle est diffusée sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube. Elle n'est pas diffusée encore sur l'antenne de France Télévisions. Mais en tout cas, elle est directement accessible par la communauté sourde. Parce que c'est vrai que les sourds, ils ont très peu accès à des programmes qui soient sous-titrés, interprétés à la télévision. Donc du coup, ils vont beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'on a choisi de la diffuser par ce biais-là pour qu'elle soit directement accessible aux personnes concernées. Néanmoins, c'est vrai que si elle est aussi diffusée sur une antenne, ça lui donne encore plus de visibilité. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est c'est une culture aussi, hein, pour chacun. C'est une culture, et puis cette émission, on l'a conçue de manière à ce qu'elle soit visible et compréhensible à la fois par les sourds, les malentendants, mais aussi les entendants. C'est-à-dire que dans cette émission, il n'y a pas que des sujets qui concernent les personnes sourdes. Alors justement, les sujets, parlez-nous. C'est un résumé de l'actualité du mois? C'est ça. C'est un tour d'horizon de l'actualité régionale. C'est-à-dire que si, par exemple, on habite à Lyon, on ne sait pas forcément ce qui se passe dans le nord de la France. Moi, du coup, je vais sur tout le réseau France 3 chercher des reportages qui peuvent intéresser les personnes qui vont regarder l'émission. Ça leur donne un peu une fenêtre sur ce qui se passe en termes d'actualité dans les régions françaises. En fait, en France, les informations nationales, internationales sont plutôt mieux relayées qu'avant par les chaînes de télévision, c'est-à-dire qu'il y a des émissions le matin ou des journaux qui sont interprétés ou sous-titrés. Mais pour ce qui est de l'information régionale, c'est vrai qu'il y a un vrai manque. Donc voilà, moi je me suis aperçue de ça lorsque j'ai appris la langue des signes. Et pourtant, on a de plus en plus un goût pour l'information de proximité. Alors, voilà. Sophie, justement, cette émission, vous avez des retours, vous, il y avait une vraie attente? Oui, tout à fait, oui. Les sourds m'ont dit qu'ils étaient très contents de cette émission. Alors, beaucoup aimeraient la voir directement à l'écran plutôt que sur Internet. On me demande souvent à quelle heure c'est diffusé, sur quelle chaîne, etc. Donc, quand je leur dis que c'est sur Internet, ils sont un petit peu déçus, mais je leur dis que c'est un premier pas et qu'on va évoluer vers le petit écran. Après, sur Internet, ça gêne pas, parce qu'effectivement, l'habitude est prise de consulter pas mal de contenu par ce biais-là. Et là, il y a peu de choses qui existent sur Internet. Il y a Mediapie, il y a l'œil et la main. Donc l'œil et la main apparaissent sur la télé, pas Mediapie. Donc en fait, oui, effectivement, il y a peu de programmes qui sont accessibles sur le petit écran. Et sur l'apparition des interprètes pour les allocutions gouvernementales. Les allocutions, merci. Vous avez vu, du gouvernement. Donc oui, il y a des interprètes effectivement, mais ça n'est pas suffisant et c'est pour quelques allocutions uniquement et pas toutes. Donc ça reste vraiment très occasionnel. J'imagine. On va regarder un extrait de l'émission, si vous voulez bien. Un peu partout en France, les étudiants se mobilisent pour réclamer la réouverture des universités. Depuis la fin des vacances de la Toussaint, ils sont confinés, contraints de suivre leurs cours à distance. Une mesure qu'ils estiment injuste. Voilà, Sophie, on voit à l'écran, cette image, elle est filmée ici sur ce plateau, donc c'est aussi votre lieu de travail à vous également. Oui, tout à fait, c'est ici depuis 2 ans, 3 ans peut-être. 4e saison en fait. 4 ans, le temps passe vite.
Alors oui, c'est grâce à Sandrine qui a fait appel à moi pour travailler ici. Elle travaille les textes, me les donne, je les filme. En fait, on adapte tout ça, et puis je présente ça par la suite. Oui. Comment vous avez eu cette idée et pourquoi vous avez eu envie de faire ça, Sandrine? Je crois que j'ai toujours été très très attirée par la langue des signes. D'abord, comme beaucoup de gens, parce que je la trouvais belle, voilà, intrigante. Et puis, en tant que journaliste, j'ai fait pas mal de reportages autour de la communauté sourde, alors soit sur les problèmes d'accessibilité, l'initiation à la langue des signes, enfin voilà, différents reportages qui m'ont amené à éveiller ma curiosité et à avoir envie d'assouvir. Du coup, vous êtes formée? Oui, je me suis formée. Pendant 1 an, j'ai pris des cours. Ici, à Nantes, on a la chance d'avoir un institut, une école avec des professeurs sourds qui forment à la langue des signes. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Sophie. Parfait. Alors, on a le témoignage d'une téléspectatrice, c'est Marina, qui elle aussi, on va dire, dans son environnement professionnel, a été sensibilisée à la langue des signes. Depuis septembre, depuis la rentrée, j'ai décidé d'apprendre la langue des signes. J'ai pu accompagner des familles sourdes, des enfants sourds, mais la communication était vraiment difficile parce que je ne savais pas justement signer. Moi, j'adore cette langue. Elle est très belle, très poétique, très sensible, avec beaucoup d'humour et une culture vraiment passionnante. Donc, il faut vous engager et apprendre à signer. Je vous souhaite à tous une bonne santé et beaucoup d'amour pour cette année. Au revoir. Beaucoup d'amour pour cette année. Elle se débrouille pas mal, non, Marina, pour si peu de temps? Oui, ça c'est court. Là, on nous a montré... Bon, alors, elle parle en même temps qu'elle signe, mais oui, elle parle assez fluidement et assez bien. Elle est en train d'apprendre. Je pense que quand les personnes sourdes la rencontreront dans le cadre de son travail d'infirmière, ce sera beaucoup plus aisé d'avoir affaire à elle qui signe. Je ne sais pas où elle travaille, peut-être à l'hôpital, mais ce sera plus aisé, oui. Cet engouement pour la langue des signes, parce qu'il y en a, de nombreuses personnes font la démarche de l'apprendre, même si elles ne sont pas, on va dire, en contact avec une personne qui est malentendante ou sourde dans son entourage. C'est vraiment par curiosité et envie. Ça vous fait plaisir ? Tout à fait, bien sûr. C'est plus aisé pour communiquer. Quand il y a des personnes qui ne connaissent pas la langue des signes, on fait appel à un interprète. Si la personne maîtrise la langue des signes directement, c'est beaucoup mieux. Après, ça dépend du niveau de langue des signes où on peut faire appel à un interprète si besoin. Alors pour Marina, mais aussi pour vous à la maison, si vous avez envie d'apprendre quelques mots, quelques gestes, eh bien vous proposez toutes les deux à chaque fois un lexique aussi pour connaître du vocabulaire. Alors on vous propose un extrait aujourd'hui consacré à la vaccination. Le premier mot que nous avons choisi, bien sûr, c'est le mot vaccin. On le signe sur le haut du bras, là où généralement on fait la piqûre. Prêt ? Vaccin. Vaccin. Généralement, on peut se faire vacciner chez son médecin ou chez une infirmière. Le signe médecin se fait à hauteur de poitrine, là où justement le docteur place son stéthoscope au niveau du cœur. Médecin. Prêt ? Médecin. Voilà, ça s'appelle du mot au signe. La prochaine thématique, c'est quoi, Sandrine ? La prochaine thématique, c'est l'amour. Voilà, parce qu'on est encore au mois de février. Le mois de février est connu pour la Saint-Valentin. Être le mois de la Saint-Valentin. Et donc, avec Sophie, on a décidé de faire un petit... voilà, de montrer quelques signes, quelques mots qui symbolisent l'amour, effectivement. Ça montre aussi votre démarche, du coup, de pédagogie pour apprendre au mieux cette langue. Oui, en fait, ce lexique, il est né pendant le confinement, justement, parce que on voyait de plus en plus la langue des signes, donc des signes récurrents qui venaient, et on a décidé d'être vraiment en lien avec l'actualité pour montrer, on a exploré plein de mots de vocabulaire, épidémie, coronavirus, etc. Parce que, en fait, les entendants
envoient ces signes à l'écran qui leur paraissent un peu, forcément, il y a quelque chose de l'ordre du magique. On a l'impression que c'est un code très secret, mais non, la langue des signes, c'est une langue comme les autres. Et donc nous, on a eu envie de la décrypter et d'apporter plus d'informations à la fois au public entendant, mais aussi, par exemple, aux enfants sourds, à leurs familles, etc. Ça crée du lien et c'est en lien avec l'actualité et ça, c'est important. On va écouter un autre témoignage. Elle a 18 ans et elle a décidé d'apprendre la langue des signes, notamment au bac. Regardez. Bonjour, j'ai appris la langue des signes au lycée où j'en ai fait pendant 3 ans. J'ai toujours été sensible au handicap grâce notamment à l'association Auréa qui promeut la mixité. C'est pourquoi la langue des signes s'est présentée comme une évidence pour moi. Maintenant, je partage ce savoir sur les réseaux sociaux dans le but de sensibiliser un maximum de personnes au handicap invisible ainsi que de faire un pas vers une société inclusive. Et toi, tu apprends quand la langue des signes ? Merci Flavie pour votre témoignage. Alors l'enseignement de la langue des signes, où est-ce qu'on en est, Sophie ? Alors, ça dépend. Des jeunes personnes comme Flavie peuvent l'apprendre à l'école et peuvent l'avoir comme option au bac. Pour des personnes adultes, elles peuvent se déplacer dans des centres de formation. Il y en a plusieurs qui existent. Des enfants vont baigner dans la langue des signes quand ils ont des parents sourds. Ça se fait naturellement, voilà. Plusieurs profils différents. Ça dépend vraiment de l'envie, du lieu, etc. On a bien compris qu'on pouvait vraiment apprendre à tout âge. C'est comme les autres langues. Voilà. Tout à fait, bien sûr. C'est accessible. Oui, de petits à très âgés, oui. Est-ce que vous avez l'impression que la jeune génération est plus sensibilisée à cette langue, elle est plus inclusive ? Oui. Alors, c'est une chance que ce soit une option au bac. Maintenant, ça permet d'avoir un apprentissage assez tôt. Ça dépend pour les générations précédentes. Mais oui, ils peuvent facilement rencontrer d'autres personnes sourdes avec de la langue des signes. Il n'y a pas cette appréhension. C'était le cas autrefois. On prenait les personnes sourdes pour des personnes malades. Maintenant, non, c'est rentré dans la société. C'est devenu quelque chose de classique. Les bonjours s'échangent très naturellement. Et les jeunes peuvent devenir interprètes quand ils deviennent plus grands ou sur d'autres métiers. Par exemple, on peut avoir un boulanger qui signe ou un dentiste qui signe. Alors, quand on est dans ces métiers-là, il faut apprendre des termes techniques un petit peu plus particuliers. Mais voilà. Vous, dans la vie hors caméra, vous êtes médiatrice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier ? Vous accompagnez les personnes dans leur démarche quotidienne. Ça peut être un notaire, un médecin, à l'hôpital, un juge. Qu'est-ce que vous faites avec elles ? Oui, tout à fait. Alors, quand les personnes sourdes, les personnes âgées peuvent avoir une langue des signes un peu plus ancienne, oralisent un petit peu plus. Il y a des personnes sourdes qui sont isolées et il y a des personnes sourdes qui ont des déficiences intellectuelles ou des difficultés pour se saisir d'un interprète. Et quelquefois, la compréhension, quand on recourt simplement à un interprète, est un petit peu plus compliquée pour elle. Quand on va chez le médecin, effectivement, chez le juge, il faut que ça se passe bien. Il faut que, quand on va chez le juge, tout ce qui est légal, c'est quelque chose de très important. Donc, à ce moment-là, je reprends ce qui est traduit par l'interprète pour l'adapter et m'assurer que la communication se passe bien, la compréhension se passe bien de la personne sourde vers le juge. La personne sourde doit être sûre de bien comprendre avant de dire oui à quelque chose. Donc il y a une compréhension du monde entendant avec ses lois, etc., qui doit se faire. Et je suis comme un pont un petit peu au milieu de tout cela. C'est quelque chose de très important. Et ce qui est important aussi à préciser, c'est que lorsqu'on fait ces démarches-là, il y a souvent un vocabulaire très technique. L'écrit ne suffit pas parfois. Pardon, j'ai pas compris. Lorsque, par exemple, il faut signer un contrat, il y a des termes techniques qui sont dedans, et pour une personne malentendante, elle n'a peut-être pas accès à ce vocabulaire-là également. Oui, c'est un bon exemple et justement, ça peut être interprété. Un interprète intervient de façon neutre, il ne va pas expliquer, donc il reprend texto ce qui est dit. Ça peut conduire à des incompréhensions de la part de la personne sourde et moi je suis là pour reprendre toutes ces explications, plus simplement quelquefois, et puis je peux aussi montrer certaines choses qui lui permettent de comprendre, reposer des questions alors que la personne de son niveau à elle n'ose pas poser ces questions, par incompréhension, par manque de connaissances. Donc tout ça
c'est dans le but de la faire être plus autonome, de la faire progresser dans sa vie quotidienne, de la revaloriser. Souvent, c'était ce qui était dit aux personnes sourdes, c'était que la personne était sans valeur, était dévalorisée, ne pouvait pas. Donc, c'était d'autres personnes entendantes qui prenaient la place, les parents, les amis, etc. Moi, j'essaye justement de revaloriser ces personnes en leur disant que si vous pouvez, autrefois, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, vous pouvez accéder à beaucoup de choses, vous pouvez progresser en prenant votre temps, à votre rythme. J'essaie de les rassurer. Vous êtes maître de votre vie. Oui. Merci à toutes les deux. Je rappelle, l'émission, elle est diffusée sur la page Facebook de France 3 Pays de la Loire, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la consulter. Vous avez vu, du mot au signe, ça permet aussi à vous d'acquérir un langage nouveau pour communiquer avec les personnes. Vous êtes nombreux, je crois près de 300 000, vous disiez, personnes sourdes et malentendantes et qui, en tout cas, pratiquent la langue des signes. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau. Jean-Luc, vous restez avec nous pour la fin de l'émission ? On vous garde maintenant que vous êtes là. Voilà, on va retrouver Xenia qui est à Châteaubriand en Loire-Atlantique. Elle nous a promis une petite gourmandise qui s'appelle la fouet ou le fouet. Je ne sais pas comment, est-ce que c'est féminin ou masculin, mais en tout cas, ça se mange. La fouet, c'est une fille, c'est féminin. Et derrière moi, je te présente le food truck nouvelle génération, ou même le fouet truck. J'adore l'humour. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille découvrir Fabienne et Christophe qui cuisinent et fabriquent ces fouets. Donc ces fouets, ces petites galettes de pain. Et là, je te les présente. Ils sont là bien au chaud. Christophe, tu es à l'origine de ce food truck avec Fabienne. Alors, on a tous envie de savoir, la fouet, qu'est-ce que c'est ? Alors la fouet, c'est une spécialité du Maine-et-Loire. En fin de compte, c'est des galettes de pâte à pain. Donc ces jolies petites galettes. Exactement, que l'on fait chauffer dans un four à poêle qui se trouve derrière, qui est à plus de 400 degrés. Et le choc thermique fait que la galette en fin de compte, la galette gonfle et se transforme en bulle de pain avec très peu de miel à l'intérieur. Mais alors, tu disais que c'était d'origine du Maine-et-Loire, parce qu'il y avait une raison comme une autre, il y avait beaucoup de fours peut-être ? Oui, il y avait beaucoup de fours à bois. Et historiquement, en fin de compte, le concept de la fouet, c'est qu'ils utilisaient ça, quand il n'y avait pas de thermomètre, ils utilisaient ça pour tester la température du four. Ah, et du coup, si ça sortait cramé, c'est que si ça sortait cramé, c'est que le four était trop chaud. Si ça gonflait pas, c'est que le four était pas assez chaud. Et quand ça avait gonflé, c'est que le four était à bonne température. Donc toi, ça te permet même de savoir quand est-ce que c'est que... Ça me permet effectivement de savoir, même si maintenant on a des thermomètres, ça me permet de savoir si le four est à bonne température. Exactement. Ouais. Et alors du coup, eux, historiquement, ils faisaient chauffer... si ça gonflait, c'est que c'était cuit. Et après, ils le jetaient pas, ils le récupéraient et donnaient ça aux ouvriers en fin de compte, qui le garnissaient avec des tas de produits. Donc on est sur du circuit court, quoi. On est sur l'origine du circuit court. Ouais. Okay. Et toi, tu as décidé d'exporter cette tradition et de sillonner un peu le. Ouais, en fin de compte, on est tombé amoureux du produit grâce à un ami qui a la même activité Sud-Loire. On est complètement tombé amoureux du produit. On a trouvé ça super adapté à l'esprit food truck, un peu street food. Et puis du coup, on est venu s'installer dans le coin pour faire ça, pour monter le camion. Et vous êtes lancé il n'y a pas très longtemps ? On s'est lancé il y a 2 mois. C'est courageux ? Ouais, c'est courageux, c'est osé, mais il faut le faire. Ouais. Et pas de regret ? Aucun regret. Alors moi j'ai envie de savoir, donc c'est cette petite galette-là, celle-là elle a cuit. C'est vrai que juste comme ça on se dit, même à travers le masque, que ça sent bon. Historiquement ça se mangeait avec quoi dedans ? Alors historiquement, et comme ça vient du Maine-et-Loire, ça se mangeait exclusivement avec de la rillette de porc, avec de la mojette, avec des rillons. Ouais. Ah oui, ça devait être... Ouais, ça devait bien coller au corps. Ouais. Mais c'est encore de tradition. Hein. Ah ouais. Dans les fermes troglodytes où on trouve ce produit, dans les restaurants troglo où on trouve ce produit du côté de Saumur. Effectivement, c'est encore ce qui se fait. Une sorte de sandwich à la rillette, à la mojette. À la mojette, exactement. Bon, comme ça te tient encore pendant quelques semaines. Et toi, on a juste adapté, on a un peu à moderniser les garnitures. Quoi. Voilà. Et alors, finalement, par rapport à du pain classique ? Par rapport à du pain, comme c'est une galette et que ça chauffe à très haute température, il y a très peu de miel à l'intérieur. Ok. Et du coup, ça cuit carrément moins longtemps. Et du coup, ça cuit beaucoup moins longtemps, puisqu'en général, ça gonfle en une trentaine de secondes. En fait. Ah, génial. Ouais. Et écoute, moi, j'ai bien envie d'aller voir de l'autre côté comment ça se passe, à base de quoi c'est fait et comment ça cuit. Donc, Alan, si tu as envie de me suivre dans ma conquête de la gourmandise, enfin de la quête de la gourmandise, tu peux me retrouver tout à l'heure.
Oui, avec grand plaisir. En tout cas, moi, je note que la fouet, c'est le lien entre toutes les régions. Parce que pour moi, la Mojette, c'est vendéen, les rillettes, c'est sartois. Donc voilà, tout ça au Maine-et-Loire. Bravo pour cette belle découverte. On a envie de goûter. À tout à l'heure, Xenia. Vous le savez, dans cette émission, c'est priorité à l'emploi chaque jour, un métier qui recrute. Et bien aujourd'hui, on va parler du recrutement massif. 500 téléconseillers contact tracing sont recherchés en Pays de la Loire par la CPAM. Il y a même 10 000 personnes à recruter en France. Voilà, ce recrutement, on va vous expliquer tout simplement en quoi consiste cette mission bien précise et on vous donne toutes les infos pour postuler. Mais avant ça, voici en images, déjà pour comprendre les coulisses du métier de téléconseiller. Écoutez, j'ai fait toutes les vérifications, je me suis renseignée. Il s'avère, en effet, on vient de détecter qu'on avait une anomalie de ce côté-là. Je m'appelle Muriel Curier, responsable d'équipe. J'ai bientôt 39 ans et je suis actuellement en charge d'une équipe de 15 personnes. Voilà, ce qui signifie que lui, il n'a pas fait d'action. Donc il faut qu'on regarde à quel moment elle a été faite réellement la relance. Alors le poste de team manager, essentiellement, c'est donc la gestion d'une équipe de téléconseillers. Le quotidien, c'est de les accompagner, leur permettre d'adopter la bonne posture pour répondre à leurs appels, pour traiter leurs mails aussi, les monter en compétences, identifier les points faibles, les lacunes, pour pouvoir les combler, les améliorer en continu, parce que c'est un travail de tous les jours. Et t'as pas un espace devant ? Il faut toujours que je le fasse avec le numéro de téléphone. Je travaille avec des gens de tout âge. Je crois que le plus jeune a 19 ans, le plus âgé doit en avoir 62. Et on identifie toujours des axes d'amélioration. Et quand on parvient à améliorer une posture ou des résultats, elle est là, la satisfaction. Au niveau de l'accueil, nickel. En fait, ton rythme, il s'accélère. Au début, tu es super posé, tu te présentes comme il faut. C'est juste le nom du magasin que tu me manges. Sinon, j'entends bien ton prénom, je comprends bien le reste. Tu m'as pas entendu dire Sainte-Geneviève, parce que là, c'est... J'ai pas fait d'études, je suis titulaire d'un BEP secrétariat. J'avais d'autres ambitions, mais la vie a fait que. Ça s'est passé comme ça. Je suis devenue maman très très jeune, à 19 ans. Donc c'est vrai que j'ai cherché du travail très très vite. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, je me suis découverte des compétences que j'ignorais, je me suis découverte des capacités que j'ignorais. Et le fait justement, ce changement permanent, le fait de travailler pour différentes marques, changer de canaux tout le temps, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça, d'une activité variée avec des tâches qui changent, même en tant que téléconseillère. Et on bosse, oui, c'est sérieux, mais on sait faire la part des choses, on sait se détendre, on sait s'écouter. Donc du stress, il y en a, on ne va pas se mentir. On sait l'identifier. Il y a une ambiance extraordinaire, les gens sont contents de venir travailler. Personnellement, je suis contente de venir travailler. On se fait des blagues, je ne vous donne pas d'exemple, mais je m'éclate ici. L'accompagnement, le rendre service, toutes ces choses-là, c'est ce qui rentre dans la mission. Et c'est des valeurs qui finalement, qui deviennent des principes en fait. Avec nous sur le plateau, Thomas Bouvier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-directeur de la CPAM en Loire-Atlantique et Pauline Nachduc, bonjour. Vous êtes téléconseillère. Bonjour. Vous allez nous expliquer ce métier de contact tracing. Thomas, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur la mission concrète du contact traceur ? Le téléconseiller qui fait du contact tracing, il est là pour appeler les patients positifs, pour leur donner tous les éléments, je dirais, concernant leur isolement, les recommandations aussi sur quand se faire tester, quelles mesures respecter pour éviter de contaminer les autres. Et puis, il est là aussi pour recenser les cas contacts, c'est-à-dire les personnes qui sont à risque d'avoir contracté le virus en ayant été en contact avec ce patient positif. Et puis, in fine, le traceur, il va appeler ces cas contacts et leur donner aussi les recommandations sanitaires. Bah justement, Pauline, lorsque vous appelez quelqu'un, comment se passe cet appel ? Alors, on commence par se présenter, présenter l'objet de notre appel, voilà, pour que la personne sache voilà, qui on est et ce qu'on va leur demander, pourquoi on les appelle. Et là, la montée de stress, la CPAM m'appelle, c'est ça. Bon, la plupart du temps, ils s'attendent à ce qu'on les appelle, donc ça se passe plutôt bien. On confirme quand même leur identité pour être sûr de ne pas se tromper sur la personne à qui on a affaire. Et puis, voilà, ensuite, comme le disait Thomas, on leur prodigue tous les conseils, toutes les recommandations à respecter pour protéger leur entourage.
Et puis, voilà. Vous leur envoyez des documents aussi officiels pour... C'est ça, à la fin de notre appel, on leur envoie des documents qui reprennent l'ensemble des recommandations qu'on a pu leur exprimer pendant l'entretien pour qu'ils puissent par la suite les regarder à tête reposée, parce qu'on leur donne beaucoup d'informations au téléphone. Et puis, voilà, pour que ça se passe le mieux possible. Et on leur donne également la possibilité de nous rappeler en cas de questions. Par la suite, on est disponible tous les jours pour ça. Alors là, l'épidémie, elle dure quand même depuis un moment, beaucoup trop, malheureusement. Est-ce que vous sentez que les gens que vous contactez sont informés ou il y a encore des choses à repréciser ? Ils sont de plus en plus informés. Je suis là depuis début décembre, donc les gens connaissaient déjà pas mal le Covid à ce moment-là, mais de plus en plus, oui. On leur apprend plus grand-chose quand on les appelle. Alors, je vous propose d'écouter un petit extrait justement de ces appels que l'on reçoit tous. Affirmez que vous avez bien échangé un repas le 11 avec ce monsieur ? Oui, effectivement. Donc ça veut dire que là, je suis au travail, je dois rentrer pour me mettre à l'isolement maintenant. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez les symptômes évocateurs de la Covid actuellement ? Vous avez les résultats sur le variant dans les 36 heures ? Est-ce que vous avez reçu le SMS de notre part ? Oui. Avec ce SMS, vous pourrez obtenir des masques gratuitement en pharmacie. Voilà, donc on voit qu'il y a différentes questions posées, différents profils aussi, des femmes, des hommes de tous les âges. Vous recrutez là 500 téléconseillers. C'est ouvert à tous, ce recrutement ? Alors, le recrutement est ouvert à tous. Je dirais que les 3 ingrédients du bon téléconseiller contact tracing, c'est bien évidemment l'aisance au téléphone. Évidemment. On est toute la journée au téléphone pour donner des conseils, donc il faut être à l'aise dans cette relation téléphonique. C'est ensuite l'aisance avec l'informatique, parce que pendant que le téléconseiller il est au téléphone, il manipule les outils informatiques, il recherche des informations, il en inscrit dans une base de données. Et puis enfin, je dirais, et pour moi c'est un élément essentiel, c'est être convaincu par l'utilité de la mission. Il faut être convaincu pour pouvoir convaincre. Pauline, vous êtes en contrat, là vous êtes en CDD, de combien de temps ? C'est 3 mois et demi au départ, avec un renouvellement de 7 semaines. D'accord, donc 6 mois maximum, c'est ça Thomas ? C'est ça, exactement. Et ensuite ? C'est du CDD, donc c'est un contrat temporaire. Et puis ensuite, on propose, mais ça je dirais que c'est le quotidien de la caisse primaire, on propose des postes au CDI, en CDI, et bien évidemment, ils sont ouverts aux personnes qui sont sur le téléconseil contact tracing. Pauline, vous n'étiez pas du tout téléconseillère auparavant, vous avez découvert ce métier. Qu'est-ce que vous faisiez ? Alors moi j'ai fait des études en psychologie et j'ai eu la chance pendant ces études l'été de pouvoir travailler en tant que serveuse, donc le contact client c'était quelque chose que je connaissais bien. J'avais une aisance avec les personnes dans le contact et voilà, j'ai voulu mettre à profit mes compétences, mes connaissances et surtout mes capacités d'écoute que j'ai aussi pu développer pendant ces études en psychologie au service du contact tracing et pour permettre de gérer cette épidémie au mieux et d'apporter ma pierre à l'édifice. Vous cochez toutes les cases entre le contact, l'écoute et puis le métier de soin. Donc l'intérêt pour cette discipline, effectivement, c'est une bonne recrue. Exactement. Et alors c'est ça l'intérêt aussi de ce recrutement et de cette période, c'est que vous avez vraiment des profils complètement différents. C'est ça qui nous intéresse. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'un spécialiste du téléconseil qu'on a fait pendant 20 ans. Alors bien évidemment, l'expérience, ça compte. Mais comme le disait Pauline, le fait d'avoir effectivement cette expérience pour l'écoute, ça c'est très important aussi, l'écoute. Écouter, savoir écouter les personnes qu'on a au bout du fil. Comme le disait tout à l'heure Pauline, on a parfois des personnes qui sont inquiètes, on leur donne beaucoup d'informations. Il faut aussi être à leur écoute. Donc ça c'est important et je dirais que l'écoute, il n'y a pas de diplôme d'écoute, quoi. Alors on est formé bien évidemment 3 jours avant de passer son premier coup de fil et ensuite on est supervisé, donc on est accompagné pendant sa pratique. Exactement. En gros on peut dire qu'on est accompagné pendant 2 semaines avec des traceurs déjà aguerris. On ne vous jette pas dans le grand bain comme ça tout de suite. Le salaire pour motiver les gens à venir ? Alors c'est 1 700 € brut de base par mois. Ça fait à peu près 1 300 € net. Et puis, quand on est traceur, parce que le tracing, c'est 7 jours sur 7, c'est du lundi au dimanche. Oui. Donc, on peut être amené à travailler le week-end. Et le week-end, donc les heures sont majorées. Bien évidemment. Le salaire est donc, majoré. voilà, 500 personnes sont recherchées en Pays de la Loire. Donc, n'hésitez pas à contacter votre caisse primaire d'assurance maladie la plus proche. Alors, on va finir cette émission en gourmandise, bien évidemment. On va retrouver Xenia qui est à Châteaubriand. Elle nous a promis des recettes de folie. Moi, j'attends ça avec impatience. Xenia, qu'est-ce que tu mets dans ta fouée alors ? Je suis
Alors, je vais mettre plein de choses. Je suis à le choix entre bœuf bourguignon, saumon, sucré, pomme, caramel. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Là, j'ai la meilleure place que je suis au... Oh ouais, moi je suis plus salée. Je suis au coin du feu avec Christophe et Fabienne. Et donc Christophe était en train de me montrer à base de quoi était fait la fouée. Donc c'est une petite boule de farine et d'eau. En fin de compte, c'est un pâton de pain, effectivement. C'est de la pâte à pain, donc farine, eau, sel et levure. Que tu as fait reposer pendant un petit moment. Que l'on fait reposer. Alors nous, on a fait le choix de la faire reposer on le fait en pousse lente en fin de compte. Donc on l'a fait pousser sur 2 jours à peu près, inférieur à 4 degrés. Ah ouais, c'est précis, ça permet de la faire pousser lentement. Ensuite, on les transforme en galettes, donc on les lamine. Et du coup, après, c'est cette petite galette-là qui va passer au four. C'est exactement ça. Vous allez le voir ça directement. C'est tout. Ça semble facile comme ça, mais il y a quand même une petite Non, il y a beaucoup de boulot. Puis il y a beaucoup de boulot derrière, effectivement. Et puis surtout, il fait très chaud. Il fait 400 bon, degrés. Ouais. Il fait bon, ouais. C'est l'été. Alors cet hiver, c'est très bien. Cet été, ça va être plus compliqué. Et si ton four n'est pas assez chaud, ça ne gonflera pas du coup. Si le four n'est pas assez chaud, ça gonflera pas. Et c'est là que la magie opère. Donc, hop, et ça cuit combien de temps? Ah bah ça cuit en 30-40 secondes. Donc là, on va le voir en live. On va le voir en live. Ça va gonfler en fonction de la bonne chaleur. Exactement. Et les gens sont réceptifs à cette... Ah, les gens adorent. Alors, on n'est pas trop loin du Maine-et-Loire, donc on trouve encore des personnes qui connaissent ça, qui ont découvert ça dans les restaurants troglodytes. Mais beaucoup de personnes découvrent. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le kebab des Pays de la Loire? Non, on peut pas dire ça. Je me disais que ça te sinon j'aurais une broche et il y aurait marqué kebab sur le camion. Mais... Et là, on voit effectivement on dit plutôt que c'est en train de gonfler gentiment. Et après, du coup, une fois que c'est cuit, une fois que ça a gonflé, tu n'as plus qu'à l'inciser pour le garnir. Voilà, c'est exactement. On l'ouvre et on met des garnitures en fin de compte qu'on fait maison, qu'on fait quasiment qu'avec des produits locaux, exact. Ouais, tu me disais que tes fruits et tes légumes étaient chez le maraîcher d'en face. Le fruit et légumes marché, le boucher, on a juste à traverser la route. La farine, c'est à 15 km, c'est un moulin qui est à 15 km. Ce genre de démarche. Alors moi, la démarche que j'aime encore plus, tu sais ce que c'est? C'est de me laisser tenter par une petite garniture. Je veux bien un petit saumon, s'il vous plaît, madame. Alan, tu me suis sur la dégustation? C'est ici la caverne d'Ali Baba. Et les gens sont friands de justement des recettes un peu originales ou plus de la rillette mojette. Vas-y, je te laisse. C'est des recettes qui sont, comment on dit, sollicitées. De la mojette? Non. Ouais, non, pas du tout. Non, la mojette, non, okay. On n'en fait pas. Mais la mojette, c'est très réputé comme garniture dans le Maine-et-Loire, en fin de compte. Ouais. Bah écoute, vas-y, c'est bon, je vais pouvoir goûter comme ça sera parfait. Alam, je me fais un petit croc. Je t'en ramène pas, parce que je vais tout manger. Voilà. Je me doute bien. Merci beaucoup. À la vôtre. Bon appétit. Bon appétit. Et nous, c'est pas juste. Salut Xenia, à demain. Bon voilà, si vous avez envie de faire découvrir vos savoir-faire, vous savez, Xenia est au rendez-vous. Elle ne se fait pas prier pour venir chez vous. pdl@ensemble-c'est-mieux.fr. N'hésitez pas à envoyer un petit mail, c'est aussi simple que ça. Et puis avant de nous quitter, 2 coups de cœur en fin d'émission. L'art se déconfine à Nantes. 80 artistes de rue organisent une exposition à ciel ouvert. Graffeurs, illustrateurs, photographes participent pour l'amour de l'art, justement. Alors, vous pouvez voir, ou plutôt chercher leur collage dans les rues de Nantes. N'hésitez pas à ouvrir les yeux, c'est vraiment très sympa à découvrir. Et puis une autre initiative, chaque année, Nantes est le lieu de la culture hip-hop avec son festival Hip Hop Session. Alors cette année, malheureusement, il est annulé, mais le grand rendez-vous des battles, lui, est maintenu. Ce sera sans public, certes, mais vous ne raterez rien du spectacle puisque c'est diffusé en direct sur notre antenne à partir de 20h ce samedi. Pour vous donner envie, eh bien, regardez, c'est un extrait du documentaire Bonnie and Clyde.
Voilà, le documentaire Bonnie and Clyde qui est visible sur le replay France 3 Pays de la Loire. N'hésitez pas, c'est un vrai délice. Et si vous voulez connaître un petit peu mieux cette culture hip-hop justement, je vous donne rendez-vous à 15h15 samedi. J'ai le droit, l'immense chance de me faufiler dans les coulisses du lieu unique pour assister aux exhibitions. Alors ce sont des battles en équipe, ça peut aller jusqu'à 5 contre 5. Voilà, ce sera l'occasion de décrypter un petit peu les choses avant le grand rendez-vous à 20h et les compétitions des battles 1 contre 1. Nous pourrons aussi parler aux danseurs, donc je compte sur vous, soyez au rendez-vous samedi à 15h15 et puis on se retrouve, vous le savez, pour de nouvelles aventures dès demain à 10h45. Bye bye, très bonne journée à vous.